Bonjour, je m'appelle Claire Jourdan, je suis chef de clinique en médecine physique et de réadaptation à l'hôpital de Garches en région parisienne, et donc je vais vous faire une conf orientée surtout handicap, donc module handicap et médecine physique et de réadaptation, surtout en s'orientant sur différents domaines où on peut voir des questions de kinésithérapie, de rééducation, en sachant que la plupart du temps, il pourra y en avoir pour beaucoup de pathologies différentes. Et donc, quand vous travaillez ces questions-là, il faut qu'en fait, dans toutes les grosses maladies invalidantes neurologiques ou rhumatologiques, vous connaissiez un peu les grands principes de la rééducation. Deux, trois petites infos. Si jamais vous ne savez pas dans quoi travailler cette discipline, l'ouvrage de référence, c'est le Masson, puisqu'il est écrit par le Collège des enseignants de français de MPR. Il est un peu... il est assez rédigé, donc il y a d'autres bouquins qui sont plus fichés, peut-être plus faciles à apprendre, mais c'est quand même l'ouvrage de référence. Ensuite, l'autre endroit que je vous conseille de visiter, c'est le site de la COFMER, C-O-F-E-M-E-R, qui est donc le site du Collège des enseignants. Et dans ce site-là, vous allez avoir pas mal de dossiers corrigés, pas mal de petites fiches de cours, notamment sur différentes pathologies. Donc il y aura la spondylarthrite ankylosante, la polyarthrite rhumatoïde, l'AVC, le trauma crânien, toutes les pathologies où vous pouvez avoir des questions de rééducation. Voilà pour l'essentiel pour travailler, puis nous on va voir un peu les grands principes ensemble. Une autre chose là sur la diapo, celle-là, vous allez, vous voyez qu'il y a mon mail en fait. Donc voilà, moi je m'appelle Claire Jourdan, là il y a mon mail. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions par rapport à la conf, que ce soit maintenant ou plus tard. Si vous avez des questions par rapport à la spécialité, plus tard si vous posez des questions pour la faire ou pas, à quel endroit, ou bien sur la rééducation en général quand vous travaillez l'internat, n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, on va pouvoir commencer. Donc le premier dossier, c'est une dame donc âgée de 40 ans, qui est droitière, qui a pour antécédent donc une hypertension artérielle, qui travaille comme hôtesse d'accueil dans un hôtel. Et puis elle joue aux raquettes sur la plage, et puis elle présente une céphalée aiguë brutale, avec un malaise, une perte de connaissance et pas de mouvements anormaux. Aux urgences, il y a une tension qui est élevée, une fréquence cardiaque élevée, la température est normale, elle a une photophobie, une anxiété, une raideur de nuque, la conscience est normale, elle est orientée, cohérente, il n'y a pas de déficit neurologique focal et le fond d'œil est normal. Alors la première question, c'est quel est le diagnostic le plus probable en le justifiant, et quels sont les diagnostics différentiels devant une céphalée aiguë. Alors, donc, le diagnostic ici, le plus probable, compte tenu du contexte et d'une céphalée aiguë, c'était donc une hémorragie méningée, c'était le plus important à dire, probablement par rupture d'anévrisme, par argument de fréquence, et non compliqué puisque vous n'avez pas de signes neurologiques focaux pour l'instant ou de complications neurologiques. Dans le terrain, l'antécédent d'hypertension, puisque les poussées hypertensives peuvent favoriser la rupture d'anévrisme, et l'effort physique au soleil, qui est un contexte assez classique de survenue de ces accidents. L'histoire, bon, les céphalées, on en a parlé, il y a un syndrome ménager, il faut le dire comme ça, à l'examen clinique. Et surtout, les signes négatifs, donc il n'y a pas de fièvre, pas de signe focal, pas d'argument pour un autre diagnostic ou pour une complication. Passer à la suite, quels sont les diagnostics à évoquer alors je vais reposer mon stylo. Quels sont les diagnostics à évoquer devant une céphalée aiguë? Alors c'est les grands diagnostics neurologiques, de toute façon devant tout symptôme neurologique, les grands cadres des diagnostics à évoquer sont les mêmes toujours. Donc il y a le cadre vasculaire, le cadre infectieux, le cadre tumoral ou hypertension intracrânienne. Ici ce sera surtout hypertension intracrânienne. On va voir les autres ensuite. Donc sur le plan vasculaire, il y avait donc les accidents vasculaires cérébraux en général, surtout la thrombophlébite cérébrale, les dissections carotidiennes ou vertébrales, les poussées hypertensives aussi qui peuvent donner des céphalées aiguës, brutales, la méningite qui est évoquée surtout dans ce contexte étant donné qu'elle a une raideur de nuque, l'hypertension intracrânienne. Ensuite, dans les autres grands cadres des orientations diagnostiques devant des symptômes neurologiques, on a dit que donc il y avait infectieux, vasculaire, tumoral ou hypertension intracrânienne, il y a surtout métabolique et médicamenteux.
Ici, il n'y a pas de médicaments, mais métaboliques, l'hypoglycémie qui a évoqué devant tout symptôme neurologique. L'intoxication au monoxyde de carbone, ce n'est pas du tout le contexte, donc ça a évoqué de principe, mais ce n'est pas du tout le contexte. Et ensuite, on évoque les diagnostics extracrâniens, entre guillemets, donc les yeux, les sinus et les dents. Ici, il faut retenir quand même le glaucome aigu, qui peut donner des céphalées aiguës brutales. Bien sûr, la migraine va être un diagnostic d'élimination. On va passer à la question suivante. Bien sûr, juste pour revenir un petit peu sur mon introduction, la médecine physique et de réadaptation, c'est une discipline qui est assez transversale. Ce qui fait que la plupart des questions que j'ai posées, elles sont transversales. Par définition, le module handicap, ça va être du transversal. Donc ça vous permet aussi de travailler un peu les différentes matières. Donc vous n'étonnez pas si au fur et à mesure, vous avez des questions qui ne sont pas directement de la kinésithérapie, parce que ça aurait été un peu restrictif. Alors, question suivante, les examens complémentaires confirment le diagnostic. Donc elle a bien une hémorragie mélangée sur rupture d'anévrisme, elle est traitée. Et à J5, elle a une dégradation neurologique avec maintenant un déficit moteur et sensitif, une abolition des réflexes, tout ça sur l'hémicorps gauche. Ça prédomine au membre supérieur et elle a en plus des troubles de déglutition, une paralysie faciale qui prédomine sur le facial inférieur. L'état de conscience est préservé, mais elle est un peu agitée, elle frappe son bras gauche, elle dit que ce truc est inutile, elle ne répond pas aux interlocuteurs qui parlent du côté gauche, elle dit qu'elle va mieux, qu'elle veut rentrer chez elle. On fait un scanner cérébral immédiatement qui ne montre pas de modification par rapport au scanner de contrôle précédent. Qu'est-ce qu'on suspecte comme complication décrivez la présentation clinique et les sièges probables de cette atteinte. Donc, ce qu'on peut suspecter ici, c'était un spasme artériel, donc c'est la complication classique de l'hémorragie méningée. Qui survient donc entre J4 et J10 généralement, donc là on est pile poil dans le créneau de survenue du spasme, et qui donne du coup des signes focaux en rapport avec l'ischémie due au spasme artériel. Pas de saignement, de nouveaux saignements au scanner, donc ça c'est un argument négatif qui est intéressant. Et donc la présentation clinique qu'il fallait décrire, c'est que maintenant elle a une hémiplégie gauche qui est flasque, puisqu'elle n'a pas de réflexe. Qui est non proportionnelle puisqu'elle prédomine au membre supérieur, donc ce n'est pas membre supérieur et membre inférieur, ça va nous donner des éléments par rapport à la topographie de l'atteinte, avec une paralysie faciale qui est centrale puisqu'elle prédomine sur le facial inférieur, chez une patiente qui est droitière, et donc tout cela, ça nous donne un syndrome de l'hémisphère mineur, ou syndrome d'Anton-Babinski, qui donne tous les symptômes qu'elle présente, que sont l'hémiasomatognosie, la négligence du côté atteint, elle n'entend pas les interlocuteurs vers la gauche, la nosognosie puisqu'elle ne reconnaît pas elle ne se rend pas compte qu'elle est malade, qu'elle a un problème, la nosodiaphorie, elle s'en moque un peu. On a les principaux symptômes du syndrome de l'hémisphère mineur. Le territoire de l'atteinte, c'est donc le cortex cérébral, il faut dire cortex cérébral, puisque là on est sur une atteinte principalement superficielle puisqu'elle donne des troubles cognitifs que sont la négligence et le syndrome de l'hémisphère mineur. Et en plus, c'est une atteinte non proportionnelle, donc c'est plutôt une atteinte superficielle. Donc c'est le cortex qui est atteint, à droite bien sûr puisqu'elle a une hémiplégie gauche. Et pour avoir des troubles moteurs, il faut qu'elle ait une atteinte de la frontale ascendante. Et pour avoir les troubles sensitifs qu'elle présente, et surtout le syndrome de l'hémisphère mineur, il faut qu'elle ait une atteinte aussi pariétale. Question suivante. Qu'est-ce qu'on met en place comme mesure non pharmacologique? Donc là, je ne rentre pas dans le détail des traitements médicaux à ce stade de son accident. Et c'est surtout les complications de décubitus dont il faut parler. Donc les complications de décubitus, quand on parle des complications de décubitus, la première chose qu'il faut dire surtout, c'est levée précoce, nutrition, hydratation, puisque c'est les trois mesures qui fonctionnent à peu près sur tous les complications de décubitus. Donc la première chose, c'est bien sûr le lever précoce. Dès qu'on peut, on va la mettre au fauteuil, dès qu'elle le tolère sur le plan tensionnel. Sur le plan nutritionnel,
On va lui mettre des apports caloriques adaptés, bien sûr, et des apports hydriques aussi adaptés. Ici, c'était 0 si vous ne l'aviez pas mis par une sonde nasogastrique ou par une gastrostomie, puisqu'elle a des troubles de déglutition. Donc, si on passe tout per os, elle va faire une pneumopathie d'inhalation. Donc, ça, c'était la seule chose importante à penser. L'hydratation, j'en ai parlé. Sur le plan cutané, il va falloir faire une prévention des escarres, avec un matelas anti-escarre, un soulagement des points d'appui, des changements de position. Ensuite, il y a la prévention des... Il faut commencer la kinésithérapie avec surtout au début une prévention des rétractions musculo-tendineuses. Donc un repos en position de fonction, ça c'est important, on en reparlera plus tard. Mais il faut surtout faire en sorte que quand elle est au repos, au lit, elle ait le bras et la jambe dans une position qui est la position de fonction qui correspond à cette position-là à peu près au membre supérieur. C'est la même qu'on utilise pour faire les plâtres, hein, comme si on tenait un petit bol. Voilà. Et au membre inférieur, il faut qu'elle soit en extension de genou, extension de hanche et flexion dorsale de cheville, comme la position de fonction quand on est debout. Surtout, ce qu'il faut faire, c'est qu'elle n'ait pas le pied qui tombe, parce que sinon, elle va développer un équin. Donc, c'est principalement la prévention d'équin qu'il faut faire. Les mobilisations, ça par la kiné standard. La prévention des thrombophébites avec des bas de contention. Et la prévention, je ne détaille pas l'anticoagulation puisque c'était des mesures non médicamenteuses que je voulais. La prévention de l'encombrement bronchique, kinésithérapie respiratoire. Ensuite, on continue. Sur le plan urinaire, si jamais elle est en rétention, il faudra lui mettre une sonde urinaire. Il faut essayer de l'enlever le plus tôt possible puisque ça favorise les infections urinaires. Donc, ablation précoce. Généralement, les rétentions urinaires post-accident vasculaire cérébral sont assez courtes. Le transit, il va avoir le surveiller et traiter si nécessaire. Et surveiller tout ça. Je vous rajoute une chose que je n'ai pas cotée mais qui est importante pour tous les patients hémiplégiques. Il faut veiller à ce que le membre supérieur hémiplégique soit en posture correcte pour prévenir les pathologies d'épaule, surtout la capsulite rétractile à distance de l'hémiplégie. Donc ça signifie que le bras, il ne faut jamais qu'il tombe et qu'il faut que le bras soit toujours posé sur quelque chose. Au fauteuil, il faut aussi que le bras soit reposé sur une tablette ou sur la coudoir, mais pas qu'il tombe, parce qu'à chaque fois que le bras tombe, on fait des micro-traumatismes de la glène et on favorise les pathologies d'épaule. De la même façon, on ne tire pas un patient hémiplégique par les bras quand on veut l'asseoir, on le prend par le dos. Évitez toujours de faire des micro-traumatismes de l'épaule. Question suivante. Après 3 semaines, elle est transférée en service de médecine physique et de réadaptation, donc là elle arrive chez vous, et maintenant elle commence à avoir une commande au membre supérieur, et puis au membre inférieur, elle a une commande globalement à 3. Elle ne tient pas debout, elle peut tenir assis, elle est continente, elle nécessite de l'aide pour toutes les activités de la vie quotidienne. Donc je vous ai mis tous les facteurs pronostiques de l'accident vasculaire cérébral pour la récupération. Il y a la continence. Il y a le fait de pouvoir tenir assis ou tenir debout. Il y a la commande, on ne parle pas de force quand on est chez l'hémiplégique, on parle de commande, puisque le problème, ce n'est pas la force musculaire, mais c'est la commande. Et l'aide ou pas qu'elle a besoin pour les activités de vie quotidienne. Donc la question était, quels sont les objectifs pour chacun des intervenants de rééducation, de réadaptation? Donc on va passer chaque intervenant en revue. Alors le kiné déjà. Le kiné, il fait de l'entretien de la mobilité articulaire. Les objectifs du kiné, vous allez voir au fur et à mesure de la conf, on va les répéter souvent, c'est toujours exactement les mêmes. Les objectifs du kiné, la liste, elle est assez simple, on la retrouve dans tous les bouquins. Il y a la douleur, les amplitudes articulaires, le renforcement musculaire, le travail d'équilibre ou travail proprioceptif, et ensuite le travail respiratoire, excusez-moi, et ensuite tout le travail de la marche, des transferts, de la mise en situation dans des situations de vie. Et donc finalement, les grands objectifs, il faut connaître les grands objectifs de la kinésithérapie, puis ensuite vous choisissez ceux qui sont adaptés aux patients. Mais en général, quand vous ne savez pas trop comment répondre, justement, utilisez cette base-là, parce qu'ils sont toujours vrais quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, les kinés vont travailler sur la douleur s'il y en a, vont travailler sur les articulations, vont travailler sur les muscles, ils vont faire du proprioceptif et de l'équilibre, et ils vont faire ensuite du travail de la marche, des transferts, au fur et à mesure de l'évolution. Donc là, je détaille surtout ceux qui sont valables chez l'hémiplégique. Donc on fait beaucoup de mobilité articulaire.
Chez l'hémiplégique, on fait des préventions des rétractions, c'est un peu la même chose. Dans les mobilités articulaires, il y a deux choses différentes. On peut faire soit de l'entretien ou du maintien de mobilité articulaire, ça c'est qui met en place certaines techniques. Et puis sinon, on peut aussi essayer de gagner de l'amplitude articulaire, ça c'est encore d'autres techniques. Toutes les deux, c'est la mobilité articulaire. Ici, c'est surtout de l'entretien, tant qu'elle ne s'est pas rétractée, on fait surtout de l'entretien de mobilité articulaire. Ensuite, il fait de la rééducation neuromotrice. Alors ici, chez l'hémiplégique, on parle plus de rééducation neuromotrice que de renforcement musculaire. Renforcement musculaire, il faut en faire, mais la rééducation de l'hémiplégie, c'est pas renforcer les muscles, puisque c'est pas les muscles, encore une fois, qui sont déficitaires, mais c'est la commande. Et le travail de la commande volontaire, ça s'appelle la rééducation neuromotrice. Les techniques sont un peu compliquées, c'est plus compliqué que simplement du renforcement. Vous n'avez pas besoin de connaître le détail des techniques. Par contre, il faut savoir que ça s'appelle rééducation neuromotrice. Tout ça, c'est chez le cérébro-lésé, donc accident vasculaire cérébral, trauma crânien, toutes les lésions cérébrales. Ok, ensuite, une fois qu'il aura fait ça, comme je vous ai dit, il va travailler l'équilibre, ça c'est essentiel, et puis il va travailler la marche. Avant de travailler la marche, tant que la patiente ne marche pas, surtout ce qu'il faut faire, tous les patients en fauteuil, il faut leur faire travailler les transferts, transfert lit-fauteuil, fauteuil-lit, fauteuil-toilette, toilette-fauteuil, etc. Ça c'est une des premières étapes de l'autonomisation du patient. Donc équilibre, transfert et marche. Ensuite, je reviens un petit peu en arrière ici. Ce que fait aussi beaucoup le kiné, c'est la réadaptation cardiovasculaire à l'effort et à l'orthostatisme. Qu'est-ce que c'est que ça? Comme vous savez, dans les complications de décubitus, au bout de quelques semaines de décubitus, quand on remet les gens assis ou debout, ils ont des hypotensions, ils tolèrent assez mal l'orthostatisme. Donc ça se rééduque aussi. Ça se rééduque comment? En mettant sur des tables de verticalisation, qui sont des tables sur lesquelles on s'allonge, et on peut verticaliser la table à 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés. Au fur et à mesure, on habitue les patients à être de plus en plus debout en fonction de la tolérance tensionnelle. Donc les kinés surveillent la tension. C'est aussi les kinés qui font les premières mises au fauteuil, qui regardent combien de temps la personne tient au fauteuil, une demi-heure, puis une heure, puis 2 heures, puis 3 heures, en fonction encore de la tolérance globale et tensionnelle. Donc ça s'appelle de la réadaptation cardiovasculaire à l'orthostatisme. Première étape, et ensuite il va faire de la réadaptation à l'effort. Une fois que l'orthostatisme est acquis, on va faire des efforts pour réentraîner le système cardiovasculaire à l'effort. Vous verrez que le réentraînement à l'effort, je vous le reciterai dans toutes les pathologies, quasiment toutes les pathologies un peu sévères ou chroniques vont avoir besoin de réentraînement à l'effort. Donc, dans tous les objectifs de kinésithérapie, il faudra mettre réentraînement à l'effort en l'absence de contre-indication, bien entendu. Ce sera quasiment toujours juste. Il va aussi travailler la négligence, bien entendu. Ensuite, les autres intervenants, donc on a l'orthophoniste qui travaille surtout la déglutition, il peut travailler aussi les troubles du langage s'il y en a, là elle n'en a pas. Et puis il y a soit l'orthophoniste, soit le neuropsychologue qui va faire la rééducation des fonctions supérieures ou rééducation cognitive comme vous voulez. Il faut qu'il y en ait un qui fasse de la rééducation cognitive, comme vous avez vu, elle a des troubles cognitifs. Donc ça, il faut le prescrire aussi. Ensuite, l'ergothérapeute, pareil que le kiné, l'ergothérapeute, il a toujours les mêmes objectifs, donc vous les apprenez par cœur, et ensuite, quelle que soit la pathologie, c'est les mêmes grands objectifs, vous les adaptez un peu en fonction de la situation, c'est tout. Et les objectifs, en gros, il y en a 4. Il y a le travail tâche orienté. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la rééducation, sauf que c'est la rééducation orientée vers une tâche. Donc on met les gens devant un atelier de bricolage, devant un jeu, devant une cuisine. Donc on fait faire une tâche et ça permet de rééduquer. Voilà, rééducation tâche orientée, c'est le plus gros du travail de l'ergothérapeute. Ensuite, l'autre gros objectif de l'ergothérapeute, c'est de travailler l'autonomie. Donc ça, c'est les ergothérapeutes qui vont voir les patients pour voir quelles sont leurs capacités de toilette et d'habillage, comment ils vont les aider, comment on apprend à quelqu'un d'hémiplégique, même hémiplégique complet, à s'habiller malgré le bras parétique. On commence par mettre le t-shirt sur ce bras-là, etc., etc. Toutes ces techniques, c'est l'ergothérapeute qui l'apprend aux patients. Ensuite, l'ergothérapeute, il fait les aides techniques et la confection d'orthèses. Donc c'est lui qui va fabriquer les petites orthèses de membres supérieurs. Surtout les petites orthèses, c'est l'ergothérapeute qui fait. Les grosses orthèses, ça va être l'orthoprothésiste, donc l'appareilleur. Donc les orthèses de scoliose, par exemple, c'est les gros appareilleurs qui font ça. Les petites orthèses, c'est l'ergothérapeute. Les aides techniques, les fourchettes, les fauteuils, etc., tout ça, c'est l'ergothérapeute qui aide au choix
et à l'adaptation des aides techniques. Et enfin, dernier objectif très important de l'ergothérapeute, c'est l'adaptation de l'environnement. Ils vont aller au domicile, voir comment ça se passe, essayer d'adapter l'environnement pour favoriser le retour à domicile ou bien au travail s'il y a besoin. Voilà, et ça, ce sera valable dans toutes les pathologies. Ensuite, il y en a 4 que vous mettez toujours. Donc ces 4-là, vous les mettez toujours. Diète, psychologue, assistante sociale, médecin. Dans tous les programmes de rééducation multidisciplinaire, il faut les mettre. Diète, assistante, psychologue, assistante sociale, médecin. Ce sera toujours utile. Donc ça, vous réfléchissez pas, vous les mettez. Et leurs rôles, ils sont assez faciles à deviner. Ok, ensuite, comme on est ici dans un service hospitalier, il ne faut surtout pas oublier les derniers intervenants du programme de rééducation-réadaptation qui sont l'équipe de soins, qui sont essentiels, qui ne s'occupent pas simplement de donner les médicaments, faire les pansements comme dans les services habituels. Ici, ils participent à la rééducation puisque c'est eux aussi qui vont participer à l'autonomisation. En gros, l'ergothérapeute, je vous ai dit, il va montrer au patient comment il peut se débrouiller pour mettre le t-shirt, mais une fois que le patient se sera débrouillé une fois à mettre son t-shirt, c'est plus l'ergothérapeute qui s'en occupe, c'est les aides-soignants ou infirmiers tous les jours qui vont entraîner le patient à remettre son t-shirt tout seul, à s'habiller tout seul, à faire sa toilette tout seul, etc. Toute l'autonomisation, elle est entraînée par l'équipe de soins. Pareil, c'est l'équipe de soins, et ça c'est très important, qui fait le transfert des acquis, c'est-à-dire, encore une fois, tout ce que le patient a appris en rééducation chez les kinés et les ergothérapeutes, quand il va rentrer chez lui, il faut que ce soit, il faut qu'il refasse la même chose, ou bien quand il rentre dans sa chambre d'hôpital, il faut qu'il soit capable de refaire la même chose. Ça s'appelle transfert des acquis, et c'est pas du tout évident. Généralement, ils font beaucoup mieux en rééducation que dans la vraie vie. Et donc c'est l'équipe de soins qui permet de transférer les acquis, vous êtes capable de faire ça, donc maintenant montrez-moi comment vous le faites, etc. Vous voyez, ça c'est important. Ok, question suivante. Donc on est à 3 mois de la rééducation, et puis là la marche elle est difficile à cause d'un pied varus-équin, spastique, rétracté à gauche. Quelles sont les possibilités thérapeutiques? Donc quelles sont les possibilités thérapeutiques devant un pied varus-équin? Oui, donc dans ce qu'il faut faire pour un pied varus-équin, la première chose assez simple, c'est la kinésithérapie. Donc ici, comme vous le voyez, on n'est plus dans le maintien des amplitudes, mais dans le gain d'amplitude articulaire. On va un peu plus loin, ce n'est pas les mêmes objectifs, ce n'est pas les mêmes techniques. Et puis renforcement des muscles releveurs qui vont dans l'autre sens. Ensuite, il y a les orthèses. Les orthèses, c'est la même chose que les attelles. Donc je vais vous faire une petite révision sur les appareillages. Il y a 3 types d'appareillages, il y a les prothèses, les orthèses et les aides techniques. Les prothèses, c'est quelque chose qui remplace, donc c'est les prothèses des amputés par exemple. Les orthèses, c'est quelque chose qui apporte une aide et qui est à même le corps. Donc un fauteuil roulant, par exemple, ce n'est pas une orthèse, ce n'est pas à même le corps. Par contre, tout ce qui est corset, collier, attelle de Zimmer, c'est des orthèses. On ne dit pas attelle, on dit orthèse. Et puis, tout le reste, c'est des aides techniques. Donc un ordinateur, c'est une aide technique, une fourchette, c'est une aide technique, un fauteuil roulant, c'est une aide technique. Tout l'ensemble des appareils qui ne sont pas à même le corps du patient sont des aides techniques. Ici, dans les orthèses, il y a plusieurs types d'orthèses. Il y a des orthèses qu'on met pendant le repos, qui sont donc des orthèses de repos, qu'on va mettre la nuit. Ça évite, on peut le mettre sur le pied, ça aurait évité que le pied se déforme. On aurait pu mettre des petites bottes en mousse pour éviter que le pied se déforme. Ensuite, il y a les orthèses de posture, qu'on met 1 heure ou 2 heures par jour simplement, qui sont beaucoup plus contraignantes, qui poussent sur le pied et donc qui permettent de réaliser une posture et donc de gagner des amplitudes. Donc on ne peut pas la mettre trop longtemps parce que ça fait mal. Et puis enfin, il y a les orthèses de fonction qu'on met pendant qu'on utilise le membre. Donc là, ça va être pendant la marche, on va mettre un releveur de pied. Donc il y a plein de types de releveurs de pied, mais qu'on met généralement dans la chaussure pour aider à la marche. Ensuite, dans les autres choses qu'on pouvait proposer, c'est des chaussures orthopédiques qui vont être faites sur mesure. Et enfin, dans les traitements médicamenteux, le principal, ça va être la toxine botulique qu'on injecte dans les muscles spastiques impliqués, qui est à renouveler tous les 3 mois. Et puis, en dernier recours, si on n'a pas d'autres propositions thérapeutiques, il y a le traitement chirurgical. Dans le traitement de la spasticité, on verra après les autres thérapeutiques. Mais là, c'est principalement ça les indications. Ensuite, chez cette patiente, énumérer les déficiences et limitations d'activité qu'elle présente, en citant 4 de chaque, et puis citer une échelle pour l'évaluation des incapacités. Alors, on va revenir après sur les définitions, mais ça c'est une chose qu'il faut que vous connaissiez bien, parce que c'est des questions qui peuvent tomber. Les déficiences, il faut que vous sachiez faire la différence entre les déficiences et les limitations d'activité, ou incapacités, c'est la même chose.
Les déficiences, c'est le problème de l'organe ou anatomique. Donc c'est vraiment les problèmes cliniques. Donc là, les déficiences, c'est toutes les anomalies de l'examen clinique finalement. Donc ici, elle va avoir une déficience motrice, une déficience d'équilibre et de marche, une déficience sensitive, qui est dans les déficiences sensorielles, l'hypoesthésie, une déficience visuelle puisqu'elle a une négligence, et puis elle va avoir la raideur articulaire ou la spasticité, ça aussi c'est des déficiences. Vous pouvez rajouter aussi la douleur, la fatigue, c'est des déficiences, le diabète c'est une déficience, l'insuffisance cardiaque c'est une déficience, l'insuffisance respiratoire c'est des déficiences. Je vous donne pas mal d'exemples différents, tout ce qui est clinique c'est des déficiences. Et puis cognitive, bien sûr, hein, puisqu'elle est agitée, elle peut être désorientée. La négligence, c'est une déficience cognitive. Et puis elle a les troubles de déglutition, qui est aussi une déficience. Donc là, vous pouviez mettre celle que vous voulez. Par contre, il ne faut pas mettre d'incapacité là-dedans. Ensuite, les incapacités, on reviendra après sur la définition, mais les incapacités, c'est donc la conséquence de la déficience en termes d'activités qu'on ne peut pas réaliser. Quand je dis limitation d'activité, c'est la même chose qu'incapacité, puisque maintenant on a changé la nomenclature, on parle moins d'incapacité, mais plus de limitation d'activité. Mais les deux sont les mêmes, ça revient au même. Et donc là, les incapacités qu'elle peut avoir, c'est par exemple pour se déplacer, locomotion, pour faire ses transferts, pour toutes les activités de préhension, écriture par exemple, pour l'alimentation, pour l'orientation, la cohérence, les soins personnels, surtout ce qui est important ici, ça va être les soins personnels et la locomotion, transfert, donc la toilette, l'habillage, l'utilisation des WC, tout ça c'est des incapacités. Ici je vous ai mis en gros tout, alors il y a des bouquins qui vous donnent la liste des incapacités à apprendre par cœur. C'est pas utile bien sûr, par contre c'est intéressant de connaître les grands groupes d'incapacités pour que si on vous demande quelles sont les incapacités d'un patient, vous connaissiez en gros les gros cadres d'incapacités qu'on peut avoir. Et donc là, globalement, vous avez les grands cadres. Il y a le cadre soins personnels qui est un cadre important. Il y a le cadre déplacement. Alors, déplacement, c'est soit à l'intérieur de chez soi, soit à l'extérieur en prenant les transports en commun. Dans le déplacement, il y a équilibre, marche, transfert, etc. Il y a l'alimentation, il y a les préhensions, il y a tout ce qui est communication, cohérence, communication orale, communication écrite, cohérence avec le monde extérieur. Donc voilà, vous avez l'essentiel. Ensuite, je vous demandais une échelle. Alors bien sûr, ces incapacités, ça ne va pas être comme les déficiences. Les déficiences, on les évalue par l'examen clinique, on fait une EVA douleur, on va faire un testing moteur, etc. Pour évaluer les incapacités, savoir à quel point les patients sont gênés dans leurs activités, on est obligé de poser des échelles avec des questions, comment vous arrivez à faire ceci, cela, cela. Il y a plein d'échelles qui existent. Il y en a qui sont spécifiques d'une pathologie, et il y en a d'autres qui s'appliquent à tout le monde, à toute pathologie, qui sont un peu globales, assez simples. Et ça, c'est le cas de la mesure d'indépendance fonctionnelle et de l'indice de Barthel. Alors, il faut que vous en connaissiez un. Apprenez celle que vous voulez par cœur, mais il faut que vous connaissiez une échelle générique d'incapacité. Donc, ça s'applique à toutes les pathologies. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de connaître l'intérieur de l'échelle, juste le nom de l'échelle et à quoi elle correspond. Ok, ensuite, vous allez donner les éléments principaux de la prise en charge sociale de cette patiente. Alors pendant la conf, on va revoir au fur et à mesure, et aussi en D4, sur la conf de D4, on va voir les différents, on va essayer de développer chacun des grands cadres qu'on va développer dans cette question-là. Mais là, je vous donne l'essentiel de l'ensemble de ce que fait l'assistante sociale avec le médecin chez ses patients, et puis ensuite on détaillera. Mais voilà, vous allez voir un peu tout ce à quoi il faut penser chez un patient nouvellement hémiplégique. Alors, la première chose qu'il ne faut pas oublier, on ne l'oublie jamais quand on est sur un dossier de psychiatrie, mais il ne faut pas l'oublier sur les dossiers de neurologie chez les patients cérébro-légers. Donc, ça vaut pour les scléroses en plaques, à un stade un peu évolué avec un syndrome frontal, ça vaut sur toutes les démences, ça vaut sur les traumas crâniens, les AVC, les méningoencéphalites avec des séquelles. Il faut proposer une mesure de protection judiciaire si nécessaire. Alors là, ma phrase, elle est mal rédigée, il faudrait rajouter si l'évolution s'avère nécessaire et que et après discussion avec la patiente et sa famille, mettre en place une mesure de protection judiciaire, tutelle ou curatelle. Ensuite, ce que fait l'assistante sociale, c'est l'ouverture des droits, c'est-à-dire gérer tous les problèmes financiers, aider la patiente à gérer tous les problèmes financiers. Dans les problèmes financiers, d'un côté, il y a la sécurité sociale,
La sécurité sociale, on va lui faire une demande de prise en charge à 100% au titre d'ALD 30 pour rembourser tous les frais. Et puis on va vérifier que l'arrêt maladie fonctionne bien, qu'elle reçoit bien ses indemnités journalières. Vous savez qu'au bout d'un certain temps d'indemnité journalière, on peut être mis en invalidité si on garde un handicap à cause de la maladie. Et ça, c'est la sécurité sociale qui le paye. Donc mise en invalidité, mais on en reparlera plus tard. Ensuite, il faut aussi voir s'il y a d'autres revenus qui sont possibles avec des assurances privées, des mutuelles. Autre chose encore sur le plan financier, il va falloir faire un dossier à la maison départementale des personnes handicapées. Donc la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, il ne faut pas dire MDPH sur les dossiers, il faut écrire maison départementale des personnes handicapées, bien entendu. La MDPH, ça n'a rien à voir avec la sécurité sociale, on est bien d'accord, la sécurité sociale, elle fait le remboursement à 100% de ce qui est remboursé par la Sécu, mais tout n'est pas remboursé par la Sécu. Et puis elle donne les indemnités d'arrêt de travail, ou bien la pension d'invalidité plus tard. Ça, c'est tout ce que fait la Sécu. De l'autre côté, on a la MDPH qui donne d'autres choses qui peuvent être un peu complémentaires. Qu'est-ce que donne la MDPH comme aide financière? C'est l'allocation adulte handicapé, qui est un revenu mensuel, qu'on a si on n'a pas d'autres revenus. Et puis la prestation de compensation de handicap. Donc ça, c'est surtout ça qu'on va pouvoir demander ici. C'est-à-dire, elle donne des remboursements. Par exemple, si elle a besoin de faire des travaux chez elle pour adapter son domicile, si elle a besoin d'un fauteuil roulant. Le fauteuil roulant, il est remboursé par la Sécu, mais simplement à hauteur de quelques centaines d'euros. Donc si le fauteuil roulant a coûté plus cher, le complément de remboursement, ça peut être ça. Ça peut être la MDPH. Ça peut rembourser les chiens d'aveugle, ça peut rembourser les auxiliaires de vie qu'on a besoin à la maison, puisque l'auxiliaire de vie n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Et tout ça, c'est compris dans la prestation de compensation de handicap. En gros, on fait un dossier où on dit la patiente, elle aura besoin de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. On fait des devis, on envoie tout ça, et puis la prestation de compensation de handicap le prend en charge. Ok, donc il va falloir envoyer un dossier à la MDPH avec un certificat médical qui est sur un formulaire CERFA tout fait. C'est évalué par la Commission des droits et de l'autonomie de la personne handicapée. Ça, c'est la commission de la MDPH, donc la CDAPH. Et puis la CDAPH, qu'est-ce qu'elle fait? Elle détermine le taux d'incapacité et en fonction, elle attribue les aides dont on a parlé, la carte d'invalidité et le macaron pour le stationnement. Dans les autres choses qu'il va falloir faire, donc là on a parlé sur le plan financier, on a parlé des mesures de protection des biens. Ce qu'il va falloir commencer à organiser, c'est le retour à domicile. On détaillera ça, mais sur le retour à domicile, il va falloir voir commencer au domicile. Généralement, on fait une visite au domicile avec les ergothérapeutes. Et puis, savoir s'il y a besoin d'aide humaine, d'auxiliaire de vie, comme je disais, s'il y a besoin d'aide technique. Ensuite, sur le plan professionnel, voilà. Il va falloir voir comment on va pouvoir aider la patiente à reprendre son activité professionnelle à distance. Donc, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, réinsertion professionnelle. Alors voilà, j'ai terminé ce dossier. J'ai abordé surtout, et on le refera dans chaque dossier, tous les items en rapport avec le handicap, donc évaluation du handicap, qu'est-ce qu'on fait pour compenser le handicap. Ici, j'ai abordé aussi le handicap mental, complications de l'immobilité et du décubitus, et puis les techniques de rééducation, ici surtout appliquées à l'hémiplégique. Et puis accidents vasculaires cérébraux, céphalées, déficit neurologique, hémorragie méningée, ça c'était surtout dans les premières questions. Donc voilà, le premier dossier c'était surtout un AVC. Maintenant on va réaborder un petit peu les mêmes thématiques, mais dans d'autres pathologies différentes. Et on va enrichir un petit peu les réponses par rapport au module handicap.